Bienvenue sur la chaîne Activé, des interviews exclusives au service de votre santé, bien-être et performance avec Erwin Sosea. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview Activé. Je m'appelle Erwin Sosea, vous êtes sur la chaîne Activated et ici on parle de santé, de bien-être, de performance biologique et de longévité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Guénolé Ador et je suis heureux de l'avoir sur antenne. Juste avant donc de l'accueillir et d'introduire son parcours, je vais juste aujourd'hui vous dire en 2 mots de quoi on va parler, quelle est la problématique de notre discussion aujourd'hui avec le docteur Ador. En fait, pour faire simple, le sujet, la question, c'est de savoir si est-ce qu'il est réaliste et réalisable de vivre jusqu'à 180 ans? Parce que très souvent, surtout sur la sphère anglo-saxonne, des personnalités comme le milliardaire Brian Johnson ou Dave Asprey enchaînent les annonces en disant que soit ils vivront jusqu'à 180 ans, soit toujours à repousser l'âge de la mort. Et donc, l'idée, c'était de voir avec un spécialiste de médecine anti-âge si c'était réaliste et réalisable. Donc, sans plus attendre, je l'accueille. Voilà. Bonjour. Bonjour Guénolé et bienvenue. Merci de m'accueillir sur le podcast, c'est très sympa. Écoute, merci d'être venu. Donc, je vais expliquer à nos auditeurs quel est ton parcours en fait, qu'est-ce qui t'amène à être spécialiste en médecine anti-âge. Donc, tu as de nombreuses certifications. Donc, tu es médecin, expert et consultant en rajeunissement physiologique. Tu es adepte de la médecine de précision et de la performance humaine. Tu es un biohacker. Tu as de nombreuses certifications donc, en médecine de précision et anti-âge par l'Académie américaine de médecine anti-âge. Tu as des certifications en médecine de soins intensifs et en anesthésiologie. Tu es diplômé international en médecine de montagne, spécialiste en médecine d'urgence préhospitalière et hospitalière. Et enfin, tu as acquis divers diplômes et certifications en nutrition de précision et en médecine transfusionnelle à Paris et aux États-Unis. Et donc, première question, parle-nous un peu de ton parcours et en tout cas, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à travers ce parcours médical à te spécialiser progressivement dans tout ce qui est anti-âge, longévité? Ouais, donc ça fait à peu près 3 ans que j'ai quitté le monde hospitalier. Ça fait vraiment des années que je m'intéresse à ce domaine de la longévité, que j'applique les fondamentaux personnellement, donc ce qui fait de moi un biohacker. Puis en fait, je crois que c'est le fait de m'être rendu compte dans le système actuel plutôt de maladie que de santé, de se rendre compte que finalement les gens devenaient de plus en plus vieux, mais surtout de plus en plus malades avec une qualité de vie qui était moindre. Et puis de travailler à l'hôpital et de voir cette souffrance humaine m'a fait quand même me poser une question, de me dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir la chose différemment et puis de mettre en place beaucoup plus de prévention pour finalement améliorer la qualité de vie des gens et d'une certaine manière, par effet vertueux, améliorer leur longévité, si on veut bien. Ok, donc beaucoup, ouais, voir le fameux sick care, en tout cas un modèle plutôt de maladie, vs un modèle où on optimise d'abord la santé et la prévention pour éviter autant de souffrances finalement inutiles, quoi. Exactement, ouais. Et du coup, d'après toi, qu'est-ce que le rajeunissement physiologique, comment tu le définis? Ouais. Alors, je pense que ça fait référence à une série un peu de stratégies médicales et puis de modes de vie qui visent à inverser ou à ralentir les processus de vieillissement dans le corps humain. Donc, je vais juste en définir certains. Donc, déjà, ça peut inclure les thérapies cellulaires et génétiques pour améliorer, remplacer des cellules endommagées ou modifier les gènes pour améliorer la fonction cellulaire. Régime alimentaire, la nutrition, donc adapter des régimes spécifiques comme le jeûne intermittent ou des suppléments nutritionnels pour optimiser la santé métabolique et réduire l'inflammation. Évidemment, l'exercice physique, la gestion du stress, l'optimisation hormonale, parce qu'on sait qu'avec l'âge, on a des niveaux d'hormones qui sont souvent perturbés, donc c'est l'utilisation de thérapies hormonales. La surveillance et la prévention, je pense que c'est très important de vraiment suivre régulièrement sa santé pour détecter et traiter précocement des maladies liées à l'âge. Et puis, pour finalement éviter d'être à des stades qui sont trop avancés
et puis qui pourrait, de un, coûter très très cher finalement au système de santé, et puis de deux, surtout en premier lieu pour éviter à la personne de finalement d'être impactée par une évolution défavorable d'une maladie qui finalement a commencé il y a une vingtaine ou même plus d'années auparavant et qui aurait pu être détectée. Donc, en gros, si je la synthèse, ça, c'est l'ensemble des outils qui permettent de promouvoir la santé cellulaire concrètement, quoi. Après, Ouais, tu as cité tout un tas de méthodes ou d'outils, mais le focus est sur la santé cellulaire, quoi qu'il arrive, pour essayer de vieillir au mieux. En gros, c'est oui, ça, c'est quoi. ça, c'est vraiment repenser la santé d'une manière vraiment très holistique, c'est-à-dire pas uniquement la communication, enfin pas avoir un problème dans un organe comme unique, ni même uniquement la communication entre les organes, mais même aller au-delà et se dire, ben, je m'intéresse à la santé des cellules. Alors, et finalement, et c'est ce qui a donné lieu, je pense que tu as dû voir ces papiers sur les 12 marques de l'âge. On ne va pas rentrer dans les détails, mais qui impliquent par exemple l'instabilité génomique, les modifications épigénétiques, la santé de la mitochondrie, Oui, la les dysfonction, différents la marqueurs. dysbiose, l'inflammation, la déficience en senseur des nutriments, ce genre de choses, et finalement s'intéresser à ça, puis de se dire comment est-ce qu'on peut l'impacter. Et finalement, pour chacun de ces hallmarks of aging, tu as une manière stratégique d'acter, en fait, d'agir. Ok, enfin, pour moi, c'est clair. Euh, et du coup, concrètement, quand tu as des patients qui viennent te voir pour optimiser donc leur longévité ou se focus sur leur rajeunissement, qu'est-ce que tu as comme résultat, par exemple? Enfin, concrètement, est-ce que tu as des chiffres, qu'est-ce que tu as partagé là-dessus, des sensations, des ressentis? Ouais, alors Qu'est-ce que te disent tes patients finalement? je pense que un des gros points principaux, c'est effectivement avant tout le, le, le ressenti de la personne qui est très important quand on développe ce genre de stratégie. Je pense que d'abord, avant tout, les patients enfin, mettent une évidence, une amélioration de la qualité de vie, donc une augmentation de l'énergie, une meilleure qualité du sommeil, une amélioration de l'humeur. Ensuite, il y a quand même un phénomène très, très important, c'est que pour moi, toutes les maladies chroniques, elles ont comme premier facteur prédisposant l'âge. Et du coup, en traitant l'âge comme une maladie, on voit les 4 grands responsables des maladies chroniques qui sont les maladies athérosclérotiques, donc qui comprennent les maladies cérébrovasculaires et cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives comme les démences, Alzheimer, puis finalement les troubles métaboliques qui comprennent en fait le syndrome métabolique qui est un peu un continuum entre l'hyperinsulinémie, la résistance à l'insuline, la stéatose hépatique et puis le diabète de type 2, qui sont les 4 maladies principales qui mènent aux maladies et à la mort finalement. Et ben, en s'attaquant à cette problématique au niveau du vieillissement cellulaire, on les limite, on les prévient. Ça, je pense que c'est très important. Et puis ensuite, on voit des améliorations des marqueurs de santé, donc les biomarqueurs tels que la pression artérielle, les taux de lipides sanguins, les marqueurs de l'inflammation, les profils hormonaux aussi s'améliorent. Les gens souvent notent une amélioration de la mobilité et de la force physique, une amélioration de la santé mentale et cognitive. Je trouve que ce serait très important pour quelqu'un qui commence à perdre la mémoire ou qui a une impression de réduction de motivation ou avec des symptômes de dépression ou d'anxiété, d'avoir un mode de vie qui s'améliore, qui devient plus sain, améliore aussi ces problématiques-là. Et puis, ben, les signes visibles du vieillissement, comme l'apparition des rides, une peau qui est plus saine, une apparence plus jeune, sont des marqueurs que les gens relèvent souvent. Et puis, ça c'est quelque chose qui n'est pas subjectif, mais qui va être objectif sur la manière dont on va le mesurer dans les laboratoires, mais une claire amélioration de la santé métabolique avec des gens qui, sur la base d'un changement de mode de vie et de régime alimentaire, améliorent leur poids. Et finalement, ce qui est très important avant tout, c'est cette fameuse amélioration du métabolisme, qui est souvent un des gros problèmes un des gros problèmes de notre société. Ce qu'on voit, c'est que finalement, même chez les jeunes, hein, quand tu vois des enfants qui sont déjà obèses à 12 ans, ils ont déjà des problèmes, des dysfonctions métaboliques, si on veut bien. Ok, donc en gros,
le bilan que tu fais, enfin, quand tu accueilles tes patients, tu vas faire un screen sur tout l'ensemble des problématiques qui peuvent exister chez la personne. Et ensuite, finalement, ce qui était dit peut-être de manière implicite, c'est qu'il n'y a peut-être pas d'âge pour traiter les problèmes. Et même, des fois, on parlait de prévention, mais en fait, tu peux aussi sûrement arriver à une inversion. En fait, finalement, tu disais ça, c'est que, si j'ai bien entendu, tout ce qui est problème cognitif, par exemple, il y a pas est-ce qu'il y a une limite quelque part est-ce qu'il faut d'abord être en bonne forme pour améliorer ou on peut partir de cas problématiques et améliorer quand même, quoi? Oui, alors Parce que là, absolument. tu as décrit l'ensemble des problèmes métaboliques ou des causes connues qui amènent progressivement à un vieillissement, etc. Donc, que toi, tu maîtrises parfaitement. Et voilà. Et tu vas chercher à améliorer ces voies-là chez tes patients. Mais quelle est la typologie de patients que tu vois? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà des problèmes? En gros, est-ce qu'il y a une limite est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Est-ce que tout le monde peut accéder et renverser des problèmes chroniques à partir de demain? Oui, moi je suis convaincu. Alors ça va prendre plus de temps évidemment chez quelqu'un qui a une pathologie qui est plus avancée. Et puis la démarche va être un petit peu différente chez quelqu'un qui a, selon l'âge et puis selon l'attente, les niveaux de connaissances, peut-être aussi le budget de ce qu'on veut, jusqu'où on veut investir. Mais moi je pense qu'au contraire, justement, un des messages très positifs, c'est que c'est jamais trop tard pour commencer à améliorer son mode de vie, qu'on peut tout à fait réverser des maladies, voire même les traiter par son mode de vie. Ça, moi, je suis totalement convaincu que c'est jamais trop tard pour commencer à faire de l'exercice et que le corps est très résilient. C'est-à-dire qu'il a une capacité de se régénérer et puis de changer la façon dont il va exprimer ou réprimer certains gènes. On peut en parler plus tard, mais ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est juste quelque chose qui est fascinant. Et je pense qu'en fait, maintenant, on a compris que tu peux naître avec une maladie génétique très rare, ça c'est sûr, ça existe. Mais pour tout ce qui est des maladies, justement, qu'on dit de civilisation, elles sont totalement impactées par ton mode de vie. La composante génétique, le gène, il est là, mais il doit être exprimé ou pas exprimé. Et la façon dont il va être exprimé ou pas exprimé dépend totalement de l'information qu'on lui donne. Et en fait, les mauvais gènes sont exprimés dans un concept de mauvais environnement, si on veut bien. Donc, en fait, finalement, par extension, le corps a une telle résilience et une telle capacité à aller naturellement vers la vie que, quelle que soit la problématique ou l'âge, il y a toujours de l'espoir et on peut, si on commence à reprendre les bonnes méthodes, on peut décoller et améliorer sa santé et plus loin, donc, la longévité, quoi, si j'ai bien compris. Exact, ouais. Je pense que, ouais. Du coup, avant de rentrer peut-être plus en détail sur les outils ou sur ce que tu parlais des biomarqueurs, des marqueurs biologiques qui peuvent être utilisés, etc. Peut-être que finalement, on peut revenir sur la question initiale que j'ai posée en introduction, c'est derrière tout ce marketing des influenceurs ou des gourous ou des personnes qui travaillent dans la longévité, tout simplement, qui nous viennent plutôt de la sphère anglo-saxonne. Qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faisable? Est-ce que quand Dave Asprey dit je vais vivre jusqu'à 180 ans, est-ce que c'est concrètement faisable? Est-ce qu'un Brian Johnson qui, dès aujourd'hui, a un taux de vieillissement de 30% inférieur à la majorité des gens, est-ce que son ralentissement du vieillissement sera suffisant pour atteindre 120, 130, 140? C'est quoi ton avis là-dessus? Comment tu vois les choses? Alors, je pense que c'est quand même une question très complexe. Ça veut dire si j'y répondais avec certitude, je serais un expert mondial ou je serais un devin, ce qui est absolument pas le cas. Moi, j'aimais quand même une réserve. Je pense que fondamentalement, l'homme mis dans une situation optimale doit probablement être capable de vivre jusqu'à 120 ans relativement en bonne santé. Déjà, on a vu que la limite humaine, maintenant, elle est vers 120 ans. Donc, on est capable d'atteindre ça. Maintenant, de clamer qu'on va vivre jusqu'à 180 ans, pour moi, pour l'instant, j'ai du mal à y croire. De même que le rajeunissement, tout ça, c'est des chiffres. On a décidé que l'âge, entre guillemets, biologique de Brian Johnson, il est de temps.
Alors maintenant, c'est vrai qu'ils ont fait ils ont fait des marqueurs à tous les niveaux, donc épigénétique, le biologique test dans le labo, son âge cardiovasculaire et tout ça. Ok, tout ça, c'est basé sur des moyennes, hein. Donc, faut pas oublier non plus que c'est la moyenne. Par exemple, tu vois, moi, Garmin, elle me dit que j'ai un âge en termes de VO2 max de quelqu'un qui a 20 ans. J'en ai 43. Je sais très bien que j'ai quand même pas la même pêche que j'avais quand j'avais 20 ans. Même, je suis en super bonne santé, j'ai une bonne santé cardiovasculaire. Mais tout ça, pour moi, c'est quand même des chiffres. Le vieillissement, il est là. Est-ce que des thérapies génétiques ou des gene editing therapy, de l'injection de bactéries, de cellules souches et tout ça, vont être capables de réverser totalement le vieillissement cellulaire, voire même l'inverser pour que tu redeviennes plus jeune qu'avant? Alors, il y a des gars comme par exemple Aubrey de Grey là, qui parle de ce qu'ils appellent la longevity escape velocity. Ça voudrait dire que d'ici quelques années, tu vieillis d'une année, mais en fait, comme tu arrives à rajeunir plus, eh ben, tu rajeunis peut-être de 3 ans. Donc, en fait, tu as vieilli d'un tiers d'année par année. Peut-être. Je dis pas que c'est pas impossible. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Alors, si je dois répondre de manière rapide à la question, est-ce que Dave Asprey va vivre jusqu'à 180 ans? J'en doute. Alors, je dis pas, j'adore ce qu'il fait, je le suis, j'ai lu certains de ses bouquins. Après, comme tu dis, c'est comme le choix à l'américaine, quoi. Du coup, ça te permet de vendre des suppléments, ça te permet de vendre des vitamines, du café bulletproof, des machins. Où tu vois, la keto diet, ça a été un grand truc. Et maintenant, en fait, il y a plein de monde qui se rend compte, qui reviennent un peu en arrière parce que probablement que c'est très bien. C'est un traitement de l'épilepsie. C'est une diète qui est bien à la limite pour réverser certains problèmes métaboliques de manière transitoire, mais en même temps, de rester en keto, ça te fait monter tes hormones de stress, adrénaline, cortisol. Du coup, en fait, pourquoi tu es bien quand tu es en cétose? C'est pas parce que tu n'as pas de sucre dans le sang, parce que sans sucre, tu vas mourir, donc tu vas le fabriquer différemment, mais c'est parce que tu es tout stress. Et de maintenir un niveau de stress comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait des taux de thyroïde qui diminuent, donc ça te fait une hypothyroïdie, ça te fait des problèmes hormonaux, les gars, ils n'ont plus de testostérone. Donc, tu vois, tout ça, ça a été des raccourcis qui ont été utilisés pour clamer des choses un peu haut et fort qui sont, pour ma part, pas totalement vérifiées de manière scientifique. Et puis, c'est qu'une expectative. C'est comme si toi, maintenant, tu décides que tu vas aller jusqu'à 220 ans, puis que tu en fais en fait un business dans la francophonie. Voilà, ou puis tu fais des questions hyperbares toutes les 5 minutes, des trucs. Ces thérapies, j'y crois. Mais pour l'instant, je pense qu'elles ont un rôle à jouer dans la qualité de vie. Pour la longévité, franchement, je ne suis pas sûr. Donc, en gros, c'est d'abord une expectative, donc plus finalement un message marketing qu'autre chose, parce que concrètement, il n'y a pas de preuves ni rien. Ouais, en partant des preuves qu'on a. Je dis pas qu'il n'y a pas de preuves, mais je pense que ce que fait par exemple Brian Johnson, pas pour dire que je critique ce qu'ils font, je trouve ça excellent, Non, je le suis, je suis moi aussi c'est des pionniers, donc quelque part. Ça peut aider ensuite le commun des mortels, tu vois, ça peut faire évoluer la science, ça peut donner aux gens l'envie d'apprendre et puis de se dire tiens, qu'est-ce que je peux appliquer de manière peut-être plus simple me concernant. Mais pour l'instant, bah voilà, c'est n égale 1, quoi. C'est des mecs, je pense qu'ils peuvent en fait révolutionner la science. Conception peut-être, ou la… Mais même la science, les évidences, les études, parce que pour l'instant, quand tu fais des études, tu compares des gens, bah, toi, tu n'es pas la même chose que ton voisin. C'est des comparaisons, c'est des moyennes. Je pense qu'en fait, les études, la médecine personnalisée de demain, c'est de faire des études qui sont sur une personne et voir si et pouvoir modifier des changements de diète. Toi, tu n'as pas besoin de la même diète que moi, tu n'as pas besoin des mêmes suppléments que moi. Tu as peut-être besoin moins de sommeil, plus de sommeil. Tout ça doit être ultra personnalisé pour prétendre à arriver à quelque chose qui est ultra précis. Après, le travail que Brian Johnson fait avec Livor Zolman, le médecin qui fait de la régénération de ses organes, moi, je trouve ça génial. Et on voit, ça marche. Après, il y a des choses sur lesquelles je pense qu'il est trop extrême. Tu vois, la restriction calorique, ça a fait que
il doit manger de la testostérone exogène parce que ses taux de testo ont baissé. Il clame qu'il va jamais au soleil. Or, pour moi, le soleil a un Ouais. rôle fondamental à jouer dans la santé humaine, enfin de la santé de tout être vivant. Oui, Voilà. son approche est unique. Il a un certain résultat pour le moment. Tout ce qu'il y a de bien, c'est les bénéfices, c'est qu'il est hyper transparent, il partage tout. Et après, chacun a un avis, etc. Et finalement, c'est. Donc, ouais, Ouais. peut-être un peu d'extra. Après, le personnage est singulier aussi. Il y a une forme d'extravagance dans son personnage. Mais en gros, tout n'est pas acheté que ce soit chez l'un, chez l'autre. Les expectatives, ça n'engage du coup que ceux qui y croient et en premier lieu ceux qui les ont annoncés. Et après, finalement, toi, tu n'as pas vraiment de réserve, si ce n'est que tu dis, en gros, ton positionnement, c'est 120 ans, c'est largement. On l'a déjà fait, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le refasse pas avec une santé. Le hair span, c'est vrai qu'en français, on n'a pas les équivalents, mais juste introduire le mot hair span et lifespan, qui sont deux concepts qui sont reliés. Mais le lifespan, c'est la durée de vie totale, et le hair span, c'est la durée de vie pour laquelle on sera en santé. Et donc, des fois, on va mourir vieux, mais on va peut-être passer 20 ans dans une chaise, à pas être très, très nous-mêmes et pas une grande santé. Donc, en gros, Ouais, ce moi, je qu'on pense, dit. Ouais. ce que je pense qu'on voit maintenant, c'est un peu cette théorie. Moi, je pense que ton mode de vie, tu optimises à fond ton mode de vie, ça va te faire que je pense que tu as à peu près 80% de chances de vivre jusqu'à 80 ans en bonne santé. Ensuite, certaines thérapies de rajeunissement peuvent probablement augmenter de 10% ce pourcentage-là, donc à 90%, et puis peut-être te permettre de vivre jusqu'à 80% à 90 ans en bonne santé. Mais puis après, je pense que au-delà, c'est difficile de faire des prédictions comme ça, de dire je vais vivre jusqu'à 180 ans en bonne santé. Ça, je suis pas là, je suis pas d'accord avec ça parce que même si, tu vois, ça voudrait dire que si tu regardes, prenons l'exemple d'Eva Spray. Physiquement, on lui donne pas 15 ans. Non. On lui en donne plutôt l'âge qu'il a, c'est-à-dire vers les 50. Ça voudrait dire déjà, comment est-ce qu'on arrive à se projeter à voir une personne qui a 180 ans? C'est une grande question. En tout cas, à l'heure actuelle, tu vois. Parce que peut-être que dans 50 ans, on aura des technologies de pointe, effectivement, où tu vois, tu seras analysé en continu par des puces tu auras des puces qui circulent dans ta circulation en continu, qui vont te dire, tiens, là, tu dois manger ça, 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 des espèces de pilules imprintées qui correspondent exactement à tes besoins. Bon, là, Mais le problème, c'est qu'en fait, ça sous-entend que l'humain va devenir un espèce de robot bionique. Et le problème, je pense que tant qu'on est, tu vois, nous, on vit, à l'intérieur de nous, il y a 38 000 milliards de bactéries. C'est des êtres humains, c'est des organes, c'est des êtres humains vivants et qui sont interdépendamment nourris par de la vraie bouffe. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout encore au stade de réussir à D'ailleurs, quand transformer. il fait cette déclaration de 180 ans, je l'avais entendu expliquer un peu comment il avait calculé ça. C'est presque, ça relève presque de la foi dans la science, qu'il a dit, bon, bah, concrètement, jusqu'à ce que j'arrive à 100 ans, il me reste encore 50 ans. D'ici là, j'ai confiance, Ouais. il y aura déjà une avancée technologique telle que je ferai le saut, quoi. En gros, Ouais, c'était ça son pari. c'est exactement ça. Je pense qu'il y a beaucoup Ça revient à ce que tu dis. il y a une expectative. Après, tu sais, il y a aussi des gens qui se font cryogéniser. Dans l'idée, Ah, il mais y en a. cryogéniser, c'est cellules souches. Non, 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 il y a certaines personnes qui vraiment font de la cryogénisation à partir d'un certain âge, le refroidissement extrême du corps entier, mis dans un congélateur, en gros, et dans l'idée que tu es décongelé au moment où, en fait, ces processus d'immortalité seraient Ah oui, oui, ok. stoppés. Si, j'ai Tu vois, entendu je veux parler, dire, mais c'est vrai que je ne me suis pas. Oui, donc, oui, en c'est- mode, il il y a- préfère la il y cryo, c'est un pari ouais. sur l'avenir, quoi. Ouais. Puis il y a des transhumanistes qui sont convaincus qu'on est immortel. Mais je pense que tout le temps, hein, je veux dire, de l'âge des Égyptiens, ça a toujours été un truc. La longévité, le fait de vivre longtemps et d'être, entre guillemets, d'avoir cette immortalité. Tu vois, l'élixir de jouvence, ça a toujours été le kiff de tout le monde, quoi. Oui,
Oui, ça a toujours été le marketing qu'il y a actuellement dans les cosmétiques, c'est pareil, quoi. Mais enfin, moi, j'adore la vie, donc ça me ferait kiffer de vivre peut-être quelques années de plus. De là à dire que je voudrais être immortel, jamais. Oui, alors pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est vrai que il y a différents courants sur la longévité et autres, et l'un, c'est le transhumanisme qui vise à tout simplement être immortel et à s'intégrer s'ils veulent. Enfin, ils n'ont aucun problème à s'intégrer toutes les machines qu'il faudra pour continuer d'être en vie, entre guillemets. Et c'est vrai que pour ma part, en tout cas, ce qui me concerne, je suis un amoureux du vivant et c'est un concept auquel philosophiquement je n'accroche pas nécessairement, quoi. Je ne suis pas forcément fermé. Les transhumanistes font ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'avoir la philosophie qu'ils veulent. Mais en soi, pour moi, je suis d'abord attaché au vivant plus au magouille ou au Neuralink ou je sais pas quoi, plus loin, quoi. Bon, bref, petite aparté, mais des fois, tout peut être mélangé et le biohacking qui est finalement le courant qui descend un peu plutôt marketing, qui descend plutôt de Dave Asprey, qui est quand même l'idée du respect de la biologie pour qu'elle marche de manière optimale. Parce qu'historiquement, il y avait aussi un courant de biohacking qui était vraiment qui a donné aussi en partie une voix au transhumanisme, mais qu'il n'y ait pas de confusion sur le fait qu'on aime la vie avant tout et qu'on n'est pas prêt à y renoncer pour gagner une hypothétique immortalité, quoi. Juste faire cette parenthèse-là. Et pour revenir à donc, ce que tu disais, donc finalement, 120, ça existe. Avec les hypothèses possibles d'avancées scientifiques qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle, on peut avoir l'espoir d'aller plus loin. En tout cas, ce qui peut être dit aujourd'hui, c'est que c'est d'avancer dans l'âge en termes de probabilité, en gros, suivant décennie par décennie, avec les méthodes d'optimisation plus ou moins sophistiquées, on sait qu'on a une chance aujourd'hui plus ou moins raisonnable d'atteindre 80 ans à 80% de son potentiel et ainsi de suite, quoi. Et après, pour le reste, ça devient un peu plus compliqué parce que finalement, on n'a pas assez de data, quoi. Est-ce que c'est finalement, je pense qu'on je suis résume un peu parfaitement, ce qu'on a dit, quoi. je suis parfaitement d'accord avec toi et je pense que je remets aussi en avant l'idée qu'effectivement la vie est importante. Les traditions, je pense on doit aussi, nous on est quand même une civilisation beaucoup plus ancienne qu'aux États-Unis, où finalement nous on a aussi des traditions communautaires, des traditions de nutrition qu'on doit garder et qu'on doit vraiment intégrer dans notre mode de vie parce qu'il est ce qui nous permet d'être ce qu'on est actuellement, c'est-à-dire quand même plus sain que ce que font les États-Unis, parce que eux, d'une certaine manière, ils sont obligés de trouver des technologies de fou pour contrer en fait la manière dont ils sont mal nourris, le stress ambiant dans lequel ils vivent, la pollution, etc. Et je pense que ça, c'est un concept qu'on doit avoir, c'est de se dire qu'il faut qu'on garde, comme tu disais, une relation à la nature qui est hyper importante et qu'on utilise la technologie pour améliorer, mais pas pour nous prétériter. Oui, je suis complètement d'accord. Et pour poursuivre, pour se décaler un petit peu finalement de ce qu'on a dit sur finalement, la question, c'était la possibilité. Bon, on a effleuré, il n'y a pas de vraie réponse, mais en tout cas, quand on marche vers cette direction de volonté d'étendre, d'optimiser sa santé, on a besoin donc d'outils de mesure. Tu en as parlé un peu au début. Et il y en a un qui m'intéressait en particulier, c'était celui qui utilisait. Il y en a toute une palanquée, comme tu disais, suivant ce que tu regardes, la mitochondrie, tout ce qui est glycanation. Tu as tout ce qui est métabolisme, sénescence, j'en passe les meilleurs. Il y a des longs tableaux, il y en a plus d'une centaine. Mais il y en a un qui est utilisé justement dans cette compétition de rajeunissement qui a été lancée par Brian Johnson. Et c'est le True Diagnostic et le Duodenium Pace. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations spécifiques sur celui-là? Et ma question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus techniquement, mais aussi finalement, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que celui-là, je peux utiliser uniquement celui-là et me dire ça vaut quelque chose et ça permet de mesurer un peu ce que je fais au quotidien, quoi. Ouais. Alors, je fais juste une petite donc généralisation sur les tests d'âge biologique. Donc, effectivement, on peut mesurer les télomères. Donc, la longueur des télomères, c'est ces petites. Oui, il y a la télomérisation aussi, oui.
extrémités plastiques qu'on a au bout des lacets qui, en fait, avec le temps, ont tendance à s'effilocher et puis du coup à générer un risque de lésion de l'ADN, en fait, de perte du chromosome. Ça se fait plus trop, mais c'est un bon moyen de voir quand même, de voir comment, par exemple, comment certaines thérapies peuvent faire évoluer ça. On peut maintenant doser le NAD intracellulaire. Donc, le NAD, c'est un de ces cofacteurs énergétiques qui génère pas mal de marchés aussi actuellement qu'on donne en produits, en cofacteurs, donc on peut donner en intraveineuse aussi. Donc, ça, il y a des compagnies qui permettent de faire du mesure du NAD intraveineux, mesurer l'inflammation, l'interleukine 6, la CRP. Sont des mesures qu'on peut faire, le stress oxydatif, donc aller mesurer les enzymes d'antioxydation comme la superoxyde dismutase, la catalase, la glutathion peroxydase, les biomarqueurs hormonaux, la fonction mitochondrie. Ça, on n'a pas vraiment de biomarqueurs actuellement pour mesurer spécifiquement la mitochondrie, mais on peut faire un peu un surrogate avec la mesure de la VO2 max. Et puis après, la composition corporelle pour voir comment tu es constitué, ta densité osseuse, etc. Et puis la fonction immunitaire. Et puis pour parler alors précisément de ces tests que utilisent Brian Johnson et Oliver Zollman dans leur plateforme dont on va parler tout à l'heure là, juste savoir, ça mesure un âge épigénétique et puis c'est un âge particulier. Ça veut dire que ça mesure un âge épigénétique de la méthylation épigénétique dans ton sang. Mais c'est pas un âge biologique que tu peux imaginer qui est universel pour tous tes organes, parce qu'après, il faudrait faire l'âge biologique de ton cerveau, donc comparer un cerveau que tu as toi à un cerveau d'une personne normalisée pour chaque âge, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour parler de ce Dedekind pace, donc c'est le pace of aging calculated from the epigenome. Ça veut dire donc l'âge qui est calculé sur la base de ton épigénome. C'est un outil épigénétique qui mesure la vitesse du vieillissement biologique. Et en fait, il utilise des marqueurs épigénétiques pour prédire le rythme auquel une personne vieillit. C'est en fait un indice composite qui a été quantifié sur le rythme de vieillissement biologique qui se base sur l'analyse de différents marqueurs physiologiques. C'est un outil qui a été développé dans une étude en Nouvelle-Zélande, donc la ville de Dunedin, donc pour ça que ça s'appelle Dunedin Pace of Aging, qui a suivi en fait un groupe de personnes nées en 1972-73 sur plus de 20 ans. Donc en fait, c'est vraiment une étude qui a permis de mesurer des millions et des millions de data, où en fait ensuite ils ont fait une corrélation entre par exemple certains marqueurs épigénétiques que tu aurais au niveau de la méthylation de l'ADN et puis l'expression en, par exemple, ton taux d'inflammation et ta CRP, etc. Donc, c'est vraiment un moyen qui était utilisé comme mesure biomédicale pour évaluer le vieillissement biologique d'une personne, pour permettre des interventions de santé, donc permettre des interventions ciblées et personnalisées en identifiant les individus qui vieillissent plus rapidement que la normale, et puis comme outil de recherche, finalement, pour étudier les facteurs qui influencent le vieillissement, puis pour développer des stratégies de prévention et de traitement des maladies qui sont liées à l'âge. Donc, c'est un outil qui est vraiment assez intéressant parce que sur la base d'une valeur qui donne en fait la vitesse à laquelle tu vieillis à l'instant au moment où tu as fait le test, une valeur qui varie entre, je crois, 0,6 et 1,4, en sachant que quand tu es à 1,4, ça voudrait dire que quand tu as vieilli une année, en fait, tu as vieilli 1,4 fois plus, alors que si tu es à 0,6, ça veut dire qu'en gros, pour chaque année que tu as passé, tu as 3 ou 4 mois gratuits, on dit mais. Et donc, en fait, ça mène à parler de justement ce Rejuvenation Board, Rejuvenation Olympics. Donc, c'est en fait une plateforme, c'est un epigenetic leaderboard. Je pense que je vais l'afficher, que ce soit un peu plus parlant. Ouais. L'épigénétique, là, on l'a, ouais. Comme ça, ça vient, que ce soit un peu plus parlant. Du coup, ce qu'on disait, c'est que, en tout cas, c'est comme ça que j'ai connu Brian Johnson, qui se définit lui-même comme un athlète de rajeunissement, et donc utilise ce test-là, notamment pour montrer qu'il ralentit, en tout cas qu'il vieillit
Du coup, là, il est là, son score, il est 7e dans le leaderboard, Project Blueprints. Et donc, il irait à un taux de 70%, quoi. Ouais, alors en fait, c'est là où, à mon avis, ce Rejuvenation Olympique, il est intéressant et en même temps, il est un peu problématique. C'est que si tu regardes bien, en fait, il faut rentrer sur la base, sauf erreur, sur 6 mois, tu dois rentrer 3 valeurs. Et en fait, ton ranking, il est basé sur l'amélioration en valeur absolue ou relative de ton score par rapport à la moyenne des 2 derniers. En termes de vieillissement, justement, en termes de pace of aging. Donc, ça veut dire que… C'est relatif, en fait. C'est un calcul relatif par rapport… En fait, c'est le gap que tu as fait d'amélioration entre la moyenne de tes 2 derniers tests et le dernier. Parce que là, tu as l'amélioration sur la baseline, donc ce que tu nous dis. Voilà. Improve from baseline. Donc, il y en a qui améliorent beaucoup plus que d'autres. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que si tu regardes cette personne, par exemple, l'Anonymous, le premier, son premier test, ses 2 premiers tests, la moyenne, si tu regardes, la valeur, elle est de 1,31. Ça veut dire qu'il avait des très mauvaises valeurs et que maintenant, il est à 0,94. Ce qui n'est pas excellent en termes de valeur absolue, mais relativement, ça veut dire qu'il a fait des bons efforts. Mais c'est pour ça que je te dis que finalement, ça prétérite les gens qui sont déjà sains à la base, parce qu'on peut imaginer qu'Anonymous, avec une valeur à 1,31 qui est vraiment pas bien, il devait peut-être être en surpoids, être inflammé, pas dormir assez, pas bien manger. Tout à coup, il s'est dit, allez, je me mets là-dedans. Et il a dû faire une amélioration drastique de sa santé, ce qui fait que sa valeur, elle s'est nettement améliorée. Et donc, il est premier. Mais si tu prends, par exemple, moi, je sais que moi, quand j'avais fait le test, j'étais à 0,76, ma première valeur. Si je la répète et que je refais encore 2 valeurs derrière, mon pourcentage d'amélioration, il est faible. Donc, je ne serais pas très bien placé dans le… Oui, je veux dire que dans le ranking global, il y a plusieurs éléments qui sont pondérés entre le score absolu et l'amélioration, quoi. Mais finalement, d'un point de vue externe, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le score absolu. Enfin, non pas que l'amélioration soit inutile, mais disons oui et non. Ce qui t'intéresse, c'est ton Dudening Pace, non? Oui, absolument. Mais c'est ce que je te dis, justement, le Dudening Pace, mettons que ton premier Dudening Pace, il est à 0,76, que le deuxième, il est à 0,74 et que ton troisième, il est à 0,73. En fait, tu ne vas pas être très bien classé, mais de fait, pour toi, c'est hyper bien. Comme tu dis, c'est la valeur absolue. C'est juste mettre en lumière la notion de ranking global à ce biais-là de prendre en compte une forme d'improvement nécessaire, quoi. En gros, si tu es déjà au top du top, tu ne ressortiras pas nécessairement comme l'un des meilleurs, alors qu'au fond, dans ton score de rajeunissement, tu es optimal. Et du coup, mais ce qui est finalement très bien, parce que ça encourage les gens justement à améliorer, c'est ça qui compte finalement. C'est super que pour Anonymous, il soit premier. Ça veut dire qu'il a fait un chemin qui est super bien. Et ce que je trouve cool avec cette valeur, c'est que vraiment, tu peux… alors, moi, personnellement, je ne le fais pas tout systématiquement, parce que ça a quand même aussi un coût. Mais ce que je pense très bien, c'est que c'est une bonne manière de valider les programmes. Ça donne un engouement aux personnes de finalement se comparer et puis d'améliorer. Tu joues positivement avec ta santé, on va dire. Et puis, je pense que pour les thérapeutes, c'est assez encourageant de se dire, tiens, j'ai des clients, je les mets dans ce board, et puis on compare les résultats. Et puis, si tu as des clients qui ont des bons résultats, c'est assez encourageant et ça met en avant ton protocole. Donc, pour toi, ça serait carrément l'outil suffisamment fiable et robuste pour se dire, OK, ça ne donne peut-être pas l'ensemble de la picture, enfin, ça ne donne pas l'ensemble de toutes les mesures, d'organes, ce n'est pas que la réalité, mais d'un point de vue relatif, entre guillemets, ça donne c'est suffisamment fiable pour se dire, OK, je suis plutôt sur la vague du rajeunissement ou la vague du vieillissement, et ça permet de valider une hygiène de vie, des protocoles,
des coachings, etc. Et il y a un côté presque gamification. Ouais, je ne sais pas si c'est vrai le bon mot, mais comme tu disais, dans le sens où ça permet peut-être de se motiver quand on voit des résultats qui tombent pour valider ou pas une approche. C'était un peu ça que je me demandais, mais du coup, tu Ouais, moi je confirmes. valide. Ouais, Ok, absolument. et je ne sais pas si tu le connais celui-là, mais on le voit dans certains sommets, le Glycan Age. Ouais, Je crois qu'ils regardent une autre, je ne sais plus sur quel marqueur ils sont, c'est un peu oui, différent. oui, 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 non, alors, Qu'est-ce que ça vaut? Parce que du alors, coup, il y a très, eu très des speakers qui avaient 20 ans biologique avec le Glycan Age. Bon, voilà, c'était Je pense pas. non, non, je pense que c'est un test qui est très bien, Ok, d'autant plus quand il y a des processus inflammatoires et immunitaires qui sont créés. En fait, si tu veux, c'est un test qui mesure l'âge biologique en analysant ce qu'on appelle des glycans. C'est des molécules qui sont liées au processus justement inflammatoire et immunitaire. Et ça reflète l'état de santé et le vieillissement. Et c'est vrai que c'est un des tests qui a eu la plus grande véracité en termes de corrélation avec l'âge biologique. Ce que je pense, c'est que effectivement, pour mesurer un âge biologique vraiment précis, il sera peut-être un petit peu mieux. Mais ce que permet de faire True Diagnostic, c'est justement cette vitesse de vieillissement que je trouve d'une certaine manière presque plus intéressante. Et ils ont un autre outil qui viennent de mettre en place, ça s'appelle les Omic Age, où en fait il a réussi à comparer l'âge protéomique, la protéomique, la métabolomique, la transcriptomique, et à mettre ça en corrélation avec la méthylation de l'ADN, ce qui fait qu'en fait sur certains une analyse d'ADN de méthylation, tu arrives à prédire genre la VO2 max, la force de grippe, la force de préhension, ouais, d'accord. l'inflammation d'une personne. Et du coup, tu peux travailler encore plus spécifiquement sur un programme précis pour améliorer ces domaines. Donc ça, c'est en fait C'est True Diagnostic, ouais, True Diagnostic, pardon. diagnostic, ouais. Ok, qui font. Ouais. Donc, ouais, donc ça répond à la question. Parce que dans la jungle des biomarqueurs disponibles pour mesurer soit un état critique, mais dans le cadre du rajeunissement, on essaie plutôt de valider une optimisation de notre hygiène de vie et notre santé cellulaire. Et c'est vrai que avec autant de biomarqueurs disponibles et le tracking, c'est difficile. Et Ouais. donc finalement, soit True Diagnostic, c'est un bon outil pour voir à peu près quand ça se passe, mais finalement, le Glycan Age, en ayant juste le focus sur l'âge biologique, qui lui-même nous donnera plus ou moins, enfin, si on vieillit entre-temps, etc., ce serait deux outils de validation un peu, pas holistique, mais en tout cas big picture et qui permet de se rassurer, quoi. Oui, si tu veux, de nouveau, c'est des marqueurs qui font une espèce d'intégrale et qui englobent d'autres marqueurs qui ne sont pas mesurés et qui sont estimés. Donc, évidemment qu'il y a une part d'incertitude. Moi, je pense qu'aussi, c'est très important pour les gens de faire régulièrement des prises de sang basiques, standards, où, Ouais. où tu vas analyser tous les biomarqueurs, ta fonction sanguine C'est complète, difficile. tes labos, etc. Mais effectivement, ça a aussi un coût. Maintenant, il y a une compagnie avec laquelle je travaille qui est basée à Genève, qui s'appelle BioStarks. C'est assez génial parce qu'ils font des mesures d'analyse de marqueurs de vitamines, de minéraux, etc. sur la base de 100 capillaires que tu peux recevoir. Je travaille avec eux en partenariat, donc j'ai un compte professionnel chez eux où en fait tu peux recevoir ton kit à la maison. C'est juste une prise de sang sur le bout du doigt, donc capillaire. Tu envoies le labo et eux, ils font une analyse par spectrophotométrie. Donc ça veut dire que ils ont vraiment une validation et une précision très, très importante et qui te permet de faire des marqueurs, notamment mesurer le NAD intracellulaire. Et ça, c'est assez Ok, génial. ils sont capables de le faire. Ouais, c'est Et un tu as test dit longévité. combien de biomarqueurs ils font en même temps sur une goutte? Ils en font 48 à peu près dans le Ouais, test nutritionnel. Ils ont un test nutritionnel, un test longévité, un test sport. Et dans le test longévité, ils te mesurent spécifiquement le NAD et le magnésium. Et bah, tu vois, le NAD, clairement, c'est clair que oui, c'est cool de pouvoir mesurer ton NAD et de se dire, tiens, maintenant, ok, mon niveau, il est à temps, j'implique une amélioration de mon rythme circadien, de l'entraînement physique, un peu de restriction calorique, je prends du NMN, donc du nicotinamide mononucléotide, du NR, du nicotine riboside, je me fais faire une perfusion de NAD,
je remesure dans un mois, qu'est-ce qui se passe, boum, ok, on voit le résultat. Et puis après, tu arrives aussi, je pense que c'est très important dans le biohacking, je pense que toi-même, tu es le premier à le dire, mais c'est que pour moi, il y a un truc fondamental, c'est que les gens doivent aussi redonner un peu d'impulsion à leur ressenti. Tu vois, parce que si tu te fais un marqueur d'NAD qui est pas méga haut, mais que finalement tu es en pleine forme, que tout le reste des biomarqueurs sont dans le vert, et puis que tu te sens bien et que je veux dire, ton poids il est bon, ton sommeil il est bon, ta libido elle est bonne, ta santé gastro-intestinale elle est bonne, tu vas le prendre comme une information. Et puis, tu vas peut-être suivre l'évolution, mais tu ne vas pas tout de suite t'alarmer. Donc, ça, je pense que ça, c'est une notion qui est importante. Oui, pour rebondir là-dessus, et un mot que tu as utilisé avant, c'est la notion de coût. Et on peut revenir là-dessus, c'est que c'est une problématique, c'est qu'on va peut-être enchaîner là-dessus par la suite. C'est donc, on parle de rajeunissement, longévité. Et c'est vrai que les derniers outils dont on a parlé, le tracking, etc. Donc, toi, tu as mentionné BioStars, moi j'ai mentionné True Diagnostic et GlackNedge. L'ensemble de ces tests, l'ensemble du tracking des biomarqueurs, l'ensemble des suppléments, de tout un tas de choses qu'on peut faire, ça a un coût. Ça a un coût financier, ça a un coût temporel, ça a un coût énergétique. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas souvent mis en perspective et compris, parce qu'il y a beaucoup de marketing derrière. Donc, achète ça, fais ci, tu vas devenir, je sais pas. Et j'aurais quand même rappelé à tout le monde que voilà, dans cette vision-là de rajeunissement, différentes méthodes et différentes approches ont différents coûts. Et tout ça pour dire que ce dont on parle, c'est ce qui est la pointe, et c'est le futur, c'est la médecine personnalisée, c'est faire un test à la maison sur une goutte, et après avoir X 50 plus 50 biomarqueurs, un tracking dans le temps avec des recommandations. Et ça, c'est le must du must, et c'est, je pense, les outils qui vont amener le plus loin possible en meilleure santé. Mais néanmoins, je ne voudrais pas laisser tout le monde sur le bord de la route, et dire que même avec un budget moindre, et là tu parlais de ressenti, voilà, je dis, ça va être peut-être le volet qu'on peut ouvrir, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut faire avec notre budget, ou qu'est-ce qu'on peut faire un peu peut-être par une forme de gradient, peut-être, si on arrive à dépeindre ça, au sens où je peux mettre en place des bonnes pratiques qui sont peut-être connues sur l'hygiène de vie, le sommeil, etc. Et mon ressenti est peut-être largement meilleur. Et d'ailleurs, dans mon propre parcours médical, heureusement que je me suis fié à mon ressenti, parce que des fois, on nous dit, des fois, la science n'a pas l'outil de mesure, et au lieu de dire il y a un problème, mais je ne sais pas le mesurer, les protagonistes à qui on aura affaire ont vite fait de dire qu'il n'y a pas de problème, quoi. Genre, je ne peux pas le mesurer, donc il n'y a pas de problème. Donc, pas oublier qu'on a un ressenti, qu'on est des êtres complexes. Et donc, voilà. Donc, si on peut partir, comment dire, en fait, pour essayer de voir que tout le monde, avec ses maigres moyens, peut-être, peut dès aujourd'hui aller vers le rajeunissement, peut-être un jour faire des intraveineuses, des tests un peu plus complexes, mais partir d'un ressenti. C'est une question un peu confuse, mais pour la recentrer, c'est nos auditeurs, quels que soient leurs moyens, en peut-être trois profils, quelqu'un qui a peut-être un budget limité, un moyen budget et un budget peut-être plus élevé. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement maintenant, quoi, d'après toi? Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un peu large comme question, mais au pire, l'idée, c'est de pouvoir aider monsieur tout le monde, ou en tout cas nos auditeurs, à implémenter des choses qu'ils peuvent faire à leur niveau. Ouais, écoute, c'est sûr que tu parlais des coûts. Quand on regarde ce que dépense Brian Johnson par année, c'est 2 millions de dollars. Et une grande partie de ce qu'il dépense, c'est pour les analyses. Parce qu'il est tout le temps en train de se faire analyser des scanners, des analyses de sang. Alors, pour justement démontrer la validité de son protocole, ce qui est très bien. Mais comme tu dis, c'est presque un temps c'est d'être biohacker comme il est lui. C'est son métier, quoi. Ah oui, donc il a une équipe, il est staffé, c'est un jeu, c'est pas, il joue à quelque chose un jeu de milliardaire, quoi. Exact. Donc, c'est sûr que tous ces traitements, il y a dans le domaine du rajeunissement, les principales barrières, c'est les coûts des traitements, l'accessibilité et la disponibilité, on va dire le manque de connaissances, de sensibilisation, parce que nous, on est quand même
dans un milieu, c'est un peu un microcosme de s'intéresser autant à tout ça. C'est pas encore, on va dire, totalement mainstream pour tout le monde. Il y a quand même des questions, il y a la réglementation et l'approbation, parce qu'il faut imaginer que tout ça, c'est novateur. Donc, quelles sont les juridictions par rapport à ça? Et c'est même quelque chose auquel moi, je suis même confronté personnellement en tant que médecin, ce qui est des fois pas forcément évident. Il y a les questions éthiques et sociales, la qualité et la sécurité des traitements. On va clamer qu'il y a le manque de recherche à long terme. Donc, pour ça, Dave Asprey dit, moi, je préfère prendre certains risques, même si c'est des études expérimentales chez l'animal. Pour certaines des molécules que je prends, je partage son avis. Je ne vais pas attendre 20 ans qu'on prouve le résultat chez l'humain pour attendre que je sois diabétique, alors que je peux prendre un truc bête comme, je sais pas, la carnosine pour baisser ma glycation dans le sang. Et puis après, les acceptations sociales et culturelles, en fait, finalement, par rapport à toutes ces thérapies qui sont chères, etc. Mais ce que je dirais que c'est pas pour parler et qui finalement, en toute honnêteté, sont les bases fondamentales de la pyramide et qui finalement probablement font 80 à 85% du résultat, voire même plus, on va les énumérer. Et je pense que ça, d'ailleurs, ça fait partie de mes programmes. Et ce que je dis aux gens, de manière, il y en a certains, ils veulent les raccourcis. Ils veulent tout de suite la molécule, ils veulent acheter des trucs, ils veulent acheter une lampe de photobiomodulation. Mais ça ne va pas suffire à 35. Ce qu'il faut, c'est faire les bases fondamentales de ce que, en fait, la médecine centralisée ne fait pas, et puis accepter de partir dans des voies un peu latérales, mais de reprendre des protocoles en fait, de science, la science fondamentale, quoi, réapprendre les bases. Donc, pour moi, c'est vraiment modification du régime alimentaire. C'est clair, il faut avoir un régime alimentaire sain, mais ça, de nouveau, ça pourrait faire l'objet de 50 podcasts pour parler exactement de ce qu'il faut manger. Mais en gros, avoir un peu un régime plutôt versus méditerranéen, donc des fruits, des légumes, des acides gras de qualité, donc les oméga 3, les graisses saturées pour moi sont bonnes, en quantité limitée, les monoinsaturés, éviter au plus possible les oméga 6 que tu trouves à fond dans la nutrition préfabriquée. Pour moi, c'est nécessaire de manger de la viande parce que c'est important pour tous les nutriments que ça t'apporte, et puis pour les protéines, et puis pour la santé. Je dis pas qu'il faut être carnivore, mais il faut avoir un apport de viande de qualité dans la nutrition. Le jeûne intermittent, il y a vraiment des études qui montrent qu'il y a des avantages potentiels pour la longévité, surtout par la restriction calorique que ça apporte. Je pense qu'il faut savoir être bien nourri en termes micro et macronutriments, mais restreindre l'apport calorique. Ça, c'est clairement montré comme impactant la longévité. Puis après, évidemment, toutes les bases de l'exercice physique qui doivent inclure la musculation, le cardio, les exercices de flexibilité pour vraiment maintenir une santé musculaire, cardiovasculaire et métabolique. La gestion du stress. Notre société est clairement impactée par le stress chronique qui, pour moi, est le tueur silencieux de notre société, car en fait, on est exposé quotidiennement à un stress chronique et plus du tout à des stress aigus qui sont bénéfiques pour l'organisme. Donc, il faut reviser ça. Puis utiliser des techniques comme la méditation, le yoga, la pleine conscience pour aider à réduire le stress. Moi, j'ai des petits outils. Tu vois, j'ai Apollo Neuro au poignet qui fait de la vibration, ton et qui stimule le nerf vague. J'ai un autre. On est satisfait? Vraiment bien, ouais. Est-ce que tu as essayé le Pulsetto du… Non, j'ai pas le Pulsetto, mais je teste maintenant le Nustim, qui est un capteur qui fait de l'électrostimulation au niveau de l'oreille. Tu le mets comme ça et qui stimule le tragus, qui en fait vient stimuler le nerf vague. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent à quel point c'est important de stimuler son nerf vague pour justement rééquilibrer les états de stress. Il y a une astuce, c'est que pour ceux qui ont des problèmes chroniques, ils ont un TENS à la maison, donc qui est plutôt de l'électrostimulation pour tout ce qui est douleur. Il y a un kit d'oreillettes pour stimuler le nerf vague. Ça doit faire à peu près l'équivalent de l'appareil dont tu parlais. Petite astuce. Si vous avez déjà un TENS à la maison, achetez le kit pour le nerf vague. J'ai utilisé. Je suis convaincu vraiment de réduire son stress chronique. C'est quelque chose qui est fondamental. Et puis utiliser les thérapies, par contre, alors qui servent à augmenter ce qu'on appelle l'hormèse, donc le stress aigu qui est bénéfique.
qui est fait par les altérations de la chaleur, donc les bains froids, les saunas, ou s'exposer à la chaleur. Même déjà une douche froide le matin et puis de prendre un bain très chaud peut permettre de stimuler des mécanismes hormétiques qui sont bénéfiques dans l'organisme. Faire de temps en temps des jeûnes un peu prolongés, pareil, c'est la même chose. L'exercice physique, c'est le meilleur stresseur hormétique qu'on ait. De faire genre de 20 minutes de HIIT dans une journée, c'est exceptionnel en termes de bénéfices pour la santé. Et c'est gratuit. Puis après, dans ce qui est gratuit encore, je pense que c'est vraiment de focaliser l'importance sur le sommeil. Donc avoir un sommeil suffisant et de qualité, c'est essentiel pour la régénération cellulaire et la santé globale. Donc, je pense qu'un des trucs importants à se focuser, c'est d'avoir un maintien d'un horaire régulier, réduire l'exposition à la lumière bleue avant le coucher, s'exposer à la lumière bleue vive le matin dehors pour resetter son rythme circadien. Moi, j'ai toujours que, en fait, une nuit de sommeil, elle se prépare le matin. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et puis, créer un environnement de sommeil confortable, donc avec une chambre qui a une température vers les 16-18 degrés, qui est black. Donc, il ne faut vraiment pas avoir de lumière dans la chambre, pas avoir d'exposition au téléphone. Donc, moi, je ne prends jamais mon téléphone dans la chambre. Mode avion dès que je vais me coucher. Limiter les expositions Wi-Fi, parce qu'on sait que finalement, moi j'y crois et il y a vraiment beaucoup d'études qui montrent ça, mais l'impact des Wi-Fi sur la santé, car ça crée une espèce aussi de stress au niveau cellulaire. Oui. Typiquement pendant le sommeil, car qu'en fait, au moment de ton sommeil, tes cellules sont en mode non excitatoire, donc elles sont beaucoup plus sensibles à cette stimulation des Wi-Fi. Puis finalement, il faut optimiser au maximum sa qualité du sommeil en diminuant tous les stresseurs. Et vraiment, c'est le mécanisme de régénération le plus puissant, c'est le sommeil. En fait, les animaux, ils hibernent. Et puis nous, en fait, notre évolution humaine a fait qu'on hiberne durant les heures de sommeil profond. C'est le seul moment où ton organisme, en fait, il se détoxifie son cerveau, par exemple, des accumulations de toxines, par le système lymphatique qui s'ouvre, par la régénération, ce qu'on appelle l'autophagie, donc le nettoyage des mécanismes, des déchets métaboliques dans la cellule se font pendant la nuit. Donc, c'est vraiment extrêmement important d'avoir un sommeil super réparateur. Et de nouveau, c'est gratuit, quand bien même c'est compliqué à obtenir. Ça, on est d'accord. Mais après, qu'est-ce qu'on peut avoir encore de gratuit? C'est d'arrêter de fumer et de limiter la consommation d'alcool. On sait à quel point ces deux facteurs qui sont hyper importants pour la longévité et qui vont te faire vieillir précocement, ça c'est indéniable. Et puis après, s'hydrater adéquatement, par exemple, boire assez d'eau. Je crois qu'on est une société qui est chroniquement déshydratée, déminéralisée aussi. Les gens n'ont plus assez de minéraux. Ça va te faire. Si tu peux donner un peu de détails sur la minéralisation, parce que je sais que par exemple, tout ce qui est quantité de potassium, sodium sur la journée, des fois il y a des mauvaises conceptions et que ça fait partie des fondamentaux au titre du sommeil et autres, d'avoir de la bonne minéralisation. Est-ce que tu as une astuce, une recommandation spécifique sur des minéraux fondamentaux? Est-ce qu'un multivitamine suffit ou est-ce qu'il faut des électrolytes? Ce qui est appelé électrolytes, c'est des concentrations avec des magnésium, potassium, enfin ça dépend. Ouais. Je pense qu'en fait, pour moi, les minéraux et les électrolytes sont les fondamentaux et que c'est même important de les prendre avant les vitamines parce que finalement, tes vitamines, elles ont besoin de minéraux pour fonctionner. Donc, si tu prends des multivitamines, c'est des cofacteurs. Donc, si tu prends des vitamines, ça ne va même pas fonctionner. Pour moi, en termes de vitamines, le mieux, c'est d'essayer de les obtenir le plus possible par l'alimentation. C'est leur forme naturelle qui va être bien meilleure que leur forme synthétique. Par contre, c'est vrai que pour les minéraux, moi, je suis très fan de l'eau de Quinton. Donc, c'est cette eau hypertonique d'eau de mer qui en fait, c'est de l'eau qui a été collectée dans les fonds marins, qui en fait possède des minéraux qui sont chélatés à des acides aminés, vulgairement dit, qui sont vraiment chélaté avec du caca de plancton. C'est en fait ça. Le quinton, c'est des acides aminés qui permettent une absorption bien meilleure des minéraux. Et je pense que c'est important de boire déjà de l'eau de qualité. Donc, comment boire de l'eau de qualité? Il faut
à mon avis, avoir un filtre à particules à la maison. Donc, moi, j'ai un osmoseur inverse qui permet vraiment d'éliminer tous les pesticides et les accumulations de métaux, d'hormones dans l'eau. Donc, j'ai un appareil qui s'appelle Aquatrue. Et puis après, ben, effectivement, la reminéraliser avec de l'eau de Quinton ou même de mettre du gros sel marin suffit à apporter une quantité de minéraux qui est importante. Et puis, la vraie nourriture va t'apporter des minéraux. Mais c'est clair que la junk food va t'apporter que du sel NaCl. Bon, le sel, on a besoin d'avoir du sel, on a besoin d'avoir du potassium. Tu parlais du potassium qui permet de maîtriser l'augmentation de la pression. Et puis d'avoir suffisamment de magnésium aussi, c'est un prérequis pour la santé cardiovasculaire, ton sommeil, pour ton excitabilité membranaire, cellulaire, etc. Donc, et aussi, par exemple, on parlait des problèmes du Wi-Fi qui font en fait une augmentation de la concentration de calcium dans la cellule. Un bon moyen de limiter cette toxicité, c'est d'avoir des taux de magnésium suffisants. Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux pour les reciter. Donc, qui sont gratuits ou presque gratuits. Le jeûne, on gagne du temps et de l'argent. La gestion du stress, ça peut se faire soit par des respirations, soit des méditations. Après, tout ce que tu as dit, changement d'alimentation, l'hormèse, bain froid, bain chaud, la plupart des choses, des vrais fondamentaux qui apportent le plus de valeur sur la santé sont finalement juste l'hygiène de vie et qui est gratuite et accessible à tous. Ça, c'est vrai que c'était un fondamental à rappeler. Donc, merci pour le rappel parce que des fois, on parle de longévité, justement, en côté marketing, il y a des lasers, de la photobiomodulation, des outils, enfin, il y a du marketing, des objets à vendre. Et je pense que, par contraste, certaines personnes se disent « j'ai pas les moyens » ou « ça a l'air trop compliqué » et j'ai pas accès, tant pis pour la longévité. Enfin, c'est qu'ils mettent tout dans le même sac et alors que non, il y a un gradient et que les premières briques sont accessibles vraiment à tous et à toutes et que bien avant d'utiliser des technologies compliquées, on peut avoir des résultats significatifs. Ouais, tu regardes ta santé cutanée, avant tout, elle est liée à ton microbiote intestinal et à ce que tu manges et au sommeil que tu as. Et oui, alors il y a des produits qui sont bien à mettre sur la peau. Complètement convaincu qu'il faut s'hydrater la peau, il faut éviter de cramer et d'aller au soleil, mais le soleil du matin et le soleil du soir est fondamental. Je veux dire, tu synthétises de la vitamine D dans ta peau par la lumière du soleil qui vient stimuler la synthèse via la transformation du cholestérol. Puis de nouveau, tu vois, j'ai lu des études, il y a des trucs fascinants qui montrent que ton taux de cholestérol sanguin diminue quand tu vas au soleil parce qu'il est utilisé pour synthétiser de la vitamine D qui est sulfatée dans la peau. Voilà, pour moi, bah ouais. Et le soleil, ça génère pas uniquement la synthèse de la vitamine D, ça diminue l'inflammation, ça fait un reset de ta leptine, qui est une hormone de la satiété qui permet au cerveau de comprendre que t'es sain et que tu peux brûler des graisses plutôt que les stocker. Ça va permettre une amélioration de la mélatonine durant la nuit. Les longueurs d'onde qu'il y a dans le soleil, comme la lumière rouge et la lumière proche infrarouge, permet la synthèse de la mélatonine dans les cellules périphériques, qui est un puissant antioxydant. Donc, c'est bien plus que juste la vitamine D, le soleil. Ok. Du coup, on a fait déjà une bonne heure ensemble. On va essayer de conclure tout ça. Donc, finalement, si on refait le fil, par rapport à la problématique posée initialement, c'était 180 ans, c'est accessible. Oui ou non, on a répondu que l'avenir qu'on peut être optimiste pour l'avenir, mais en attendant, on a largement les outils gratuits ou de manière plus compliquée pour atteindre un âge de 80, 100 ou 120 ans avec une probabilité très élevée de conserver une grande santé et donc une capacité de vivre et à agir au quotidien avec beaucoup d'entrain. Est-ce que c'est ce que tu valides, entre guillemets? Est-ce que ça correspond bien à ce qu'on a échangé? Oui. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Je peux peut-être donner un petit résumé, disons que comme tu parlais
un peu monsieur tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser ses chances de rajeunissement. Donc, je pense que c'est l'alimentation équilibrée, l'activité physique régulière, la gestion du poids, ça c'est très important, hein, de ne pas être en surpoids ou en sous-poids, d'avoir un sommeil de qualité, de savoir gérer son stress, une bonne hydratation, limiter l'alcool et arrêter le tabac. Comme on disait, les soins de la peau, hein, parce que la peau peut, si elle est inflammatoire, générer de l'inflammation chronique et généralisée dans tous les systèmes. Avoir des contrôles médicaux réguliers, quand même, je pense que c'est très important. Et puis, les relations sociales, l'amour, c'est fondamental pour sa longévité, hein. On ne peut pas vivre seul, triste, malheureux dans une cave. Je pense que c'est très important d'avoir des contacts avec ceux qu'on aime, avec des amis, de faire partie d'une communauté. D'avoir un apprentissage continu, des activités cognitives et puis finalement un état d'esprit positif et voir la vie du bon côté, c'est essentiel aussi à sa santé. Ça, c'est clair. Et si, pour presque terminer là-dessus, si vraiment, parce que des fois, je me suis rendu compte quand, donc ça, les gens le prendront, réécouteront le podcast et se noteront, mais par exemple, là, si toi, tu devais focus sur vraiment 3 actions qu'une personne pourrait faire chez elle à partir d'aujourd'hui, parce que des fois, donc là, ça n'empêchera pas que la personne revienne, fasse une liste, progresse à la vitesse où elle progressa, mais des fois, les gens ont l'impression que ça fait un peu trop d'un coup. Du coup, si on devait limiter peut-être par priorité, qu'est-ce que pour toi, si tu prends n'importe qui dans l'audience, tu lui dis demain, tu fais 3 choses, qu'est-ce que ce serait? Ouais. Moi, je pense que je commencerai par remonter l'activité physique parce que ça, c'est quand même un manque chronique chez tout le monde dans l'activité quotidienne. Donc, ça peut être ne serait-ce que 30 minutes de marche rapide par jour. Ça a un impact fondamental sur la santé, le cardiovasculaire, le métabolisme, l'humeur. Donc, on va dire que c'est 1. 2, ça serait vraiment optimiser le sommeil par établir des routines du coucher en ayant une heure de coucher régulière pour améliorer la qualité du sommeil. Avec un environnement de sommeil qui est efficace, par exemple en arrêtant de prendre son téléphone dans sa chambre et en scrollant son téléphone et en s'exposant, en irradiant sa rétine de lumière bleue juste avant le sommeil. L'amélioration de la nutrition. Et puis, je dirais là, basique, quoi, genre augmenter les fruits et les légumes, bien s'hydrater durant la journée, surtout au début de journée, focaliser l'hydratation sur le début de la journée avec la minéralisation dont on a parlé, et puis manger dans un état parasympathique, c'est-à-dire manger en conscience et puis calmement. Et je pense que du coup, c'est pour ça que des fois le jeûne intermittent est assez bien pour ça, parce que du coup, plutôt que manger plein de fois sans se rendre compte qu'on mange, se limiter ça permet à manger. d'apprécier par le manque, on apprécie finalement des choses Exact. qu'on n'a pas l'habitude d'apprécier de manière courante. Exact. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Forcément, c'est un sujet très dense, très riche. On pourrait, comme tu as dit, rien que sur le sujet de l'alimentation, on pourrait faire je ne sais pas combien d'épisodes. Mais en tout cas, merci pour tout ce que tu nous as partagé, pour toute l'information que tu nous as partagée, le plaisir que tu as eu à échanger avec nous sur ce sujet-là. Voilà, je suis vraiment très reconnaissant de ta venue et même j'espère que tu pourras revenir sur peut-être d'autres thématiques parce que je sais que ton savoir et ton expertise est très large et très riche. Donc voilà, je te remercie. Et je sais que les auditeurs apprécieront énormément tout ce que tu as partagé avec eux. Donc merci. Avec plaisir, c'était vraiment très sympathique. Bon, je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée. Bye bye. Allez, bonne journée, ciao. Voilà, l'interview avec le docteur Hador vient de se terminer. Je suis vraiment ravi et reconnaissant de la discussion qu'on a pu avoir avec lui. J'espère que cette interview vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aide pour le partage et l'algorithme YouTube. Également, si vous pensez qu'un ami, un proche pourrait vouloir voir cette vidéo, n'hésitez pas à lui partager directement. Et enfin, vous pouvez encore vous abonner à la chaîne et ne rater aucune des prochaines interviews qui ne sauraient tarder. Je vous remercie encore pour votre attention et en attendant une prochaine interview ou une prochaine vidéo, restez activés.